Précédemment, dans Émile. En l'espace d'un instant, d'une fraction de seconde, l'enfant se serait éclipsé soudainement, subitement. Les gendarmes en ont la certitude, l'affaire est bien criminelle. Nous avons approfondi la piste intrafamiliale. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. 2 ans après la disparition du petit Émile, l'affaire reste une énigme. Un véritable dossier à tiroir où le moindre témoignage, le moindre indice trouvé pourrait faire basculer les investigations. Mais que faire si aucun nouvel élément émerge ? Comment faire avancer cette enquête qui intrigue et tient en haleine la France entière ? Résoudre justement ce genre de dossier complexe, Olivier Le Gall en a fait sa marque de fabrique. Ancien enquêteur dans la division des affaires non élucidées de la Gendarmerie nationale, il est aujourd'hui, à 55 ans, missionné par le cabinet d'avocats parisien Seban afin d'élucider les affaires oubliées. Mais alors, comment reprendrait-il cette affaire ? Quel témoin, quel élément de preuve réinterrogerait-il ? Que ferait-il différemment par rapport à la quinzaine d'enquêteurs qui travaillent quotidiennement sur ce dossier maintenant depuis 2 ans ? Bienvenue dans le podcast Émile, plongé au cœur d'un mystère alpin. Un documentaire original, La Provence. Épisode 4. Un expert refait l'affaire. Monsieur Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du cabinet Seban dans lequel vous travaillez pour évoquer avec vous l'affaire Émile. Déjà, avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'enquête, selon vous, monsieur Le Gall, pourquoi est-ce que 2 ans après sa disparition, l'affaire n'a toujours pas été résolue ? Vous avez des affaires qui sont très très compliquées. Alors là, en l'occurrence, c'est que le corps a été découvert, enfin en tout cas les ossements ont été découverts tardivement. Donc déjà, ça limite, ça réduit la possibilité de retrouver des traces ADN, etc., notamment sur les vêtements, par exemple, ou sur le corps. Ici, on travaille sur des enquêtes qui ont 30 ou 40 ans, pour lesquelles on n'a jamais trouvé la solution. C'est pas parce qu'aujourd'hui, les techniques, notamment scientifiques, ont évolué, qu'on va forcément trouver plus vite. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça. Des fois, il faut de la chance. Et alors, la chance, elle se provoque, mais il faut, en police judiciaire, quand même, des fois, un peu de chance, quoi. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, il semble que les enquêteurs en ont certainement manqué. En tout cas, on ne peut pas remettre en doute leur travail. Je pense que c'est une enquête qui est prise au sérieux. Des moyens considérables ont été mis au service donc, des enquêteurs par la gendarmerie. Pourquoi on n'a pas la solution aujourd'hui, ça, je suis incapable de vous le dire. Demain, si on imagine que l'affaire n'est toujours pas résolue et que vous en héritez, comment vous allez faire pour la retravailler ? On reprend tout depuis le début en fait. On va relire chaque procès-verbaux d'investigation, les auditions de témoins, les auditions de personnes gardées à vue s'il y en a eu. On va refaire une analyse criminalistique du dossier, savoir quels indices ont été découverts, est-ce qu'ils ont été analysés, pas analysés, s'ils ont été analysés, qu'est-ce que ça a donné, et on va tout remettre en perspective avec le reste du dossier. Est-ce qu'il y a de l'ADN, pas de l'ADN on va reprendre aussi tous les rapports médico-légaux s'il y a eu une découverte du corps. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser aux ossements de l'enfant et on va essentiellement refaire une lecture fine du dossier et reprendre chaque élément un par un et voir ce qui a pu être oublié par les enquêteurs, parce que ça peut aussi arriver. Parfois, vous avez des portes qui sont ouvertes, qui ne sont jamais fermées. On ne sait pas pourquoi une piste a été démarrée et n'a pas été poursuivie. C'est un travail long, fastidieux. Je ne sais pas combien il y a d'actes de procédure dans ce dossier, mais je pense qu'il y en a énormément. Donc c'est un travail qui est assez long, mais en fait il sera forcément nécessaire de le faire à un moment donné. Et je pense même que peut-être ils le font actuellement, c'est-à-dire que peut-être vous avez un enquêteur qui est dédié à relire la procédure depuis le début et voir ce qui a pu être fait et surtout pas fait. Mais alors justement, vous, quels sont les éléments nouveaux que vous pouvez espérer faire émerger par rapport aux enquêteurs qui sont plongés dans l'affaire depuis maintenant 2 ans ? Déjà, vous allez vous apercevoir que certaines personnes n'ont pas été entendues parce qu'elles n'étaient pas là finalement le jour où les premières investigations se sont faites. Ou alors, on va réentendre des gens parce qu'on va s'apercevoir que c'est pas très clair finalement. Leur emploi du temps est pas bien défini. Il y a des choses qu'elles auraient pu dire qu'elles n'ont pas dites, ou l'audition a été tout simplement mal prise. Donc, on va réentendre des fois des gens.
Et au niveau de la criminalistique, on va essayer de voir. Alors là, on est quand même sur 2 ans, donc les techniques n'ont pas évolué tant que ça. Mais sur des dossiers anciens, entre ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans ou même 10 ans, quand il fallait une quantité de matière assez importante pour trouver de l'ADN, aujourd'hui avec une cellule, on arrive à trouver de l'ADN. Donc on va là demander à ce que les scellés soient réanalysés quand on dispose encore des scellés, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans certains dossiers. Mais ça va être surtout refaire l'environnement finalement. Il faudrait presque tout refaire à zéro pour pouvoir là dire, bon, cette personne-là a été entendue il y a 2 ans, elle dit la même chose aujourd'hui, c'est très bien. Peut-être qu'en 2 ans, il y a des gens qui vont se rappeler d'avoir vu quelque chose, et ce qui n'était pas le cas à l'époque au moment des faits. Parce que tout simplement, des fois, on leur a même pas posé les bonnes questions. Cela arrive souvent que des enquêteurs qui ont le nez dans le guidon de l'affaire oublient certaines questions, certains témoins potentiels. En fait, quand vous êtes directeur d'enquête, vous donnez des missions à des enquêteurs. Ça peut être compliqué parce que vous dites à quelqu'un, tiens, il faudrait aller entendre telle personne, voilà. Au retour, on fait un point. Alors, qu'est-ce qu'a dit ce monsieur ? Oh, il n'a rien dit d'intéressant. Tac, on passe à autre chose. Sauf que des fois, quand vous allez reprendre le dossier 2 ans après, vous allez vous apercevoir que peut-être finalement cette personne a dit des choses intéressantes. Elle était inintéressante pour l'enquêteur qui a pris l'audition, ça lui est pas apparu être pertinent, mais ça peut apparaître pertinent pour quelqu'un d'autre qui va relire derrière les auditions. C'est là qu'on va se dire, finalement, ce monsieur, on va aller le réentendre pour voir s'il confirme ce qu'il a dit, pour voir s'il donne d'autres éléments sur ce qu'il venait de dire à l'époque. Oui, d'autant que dans un premier temps, les enquêteurs se sont focalisés sur la piste de l'enfant qui se serait échappé tout seul. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc en fait, oui, au départ, on part sur une disparition. Donc, est-ce que vous avez vu l'enfant ? Voilà, souvent quand même, on a quand même le signalement de l'enfant. Donc, est-ce que vous avez vu un petit habillé comme ci, comme ça, voilà, qu'est-ce qui a pu se passer ? Après, c'est différent quand on arrive effectivement sur une scène de crime où là, on a le corps et où on a la certitude que c'est un crime. Les questions sont forcément pas les mêmes. Justement, avec la découverte du crâne et des ossements et des vêtements du petit Émile, puis ensuite le résultat des analyses, aujourd'hui, tout converge vers une affaire criminelle. Est-ce que ça veut dire que demain, si vous reprenez l'affaire, d'emblée, vous éliminez la piste de l'accident, celle de l'enfant qui se serait égaré tout seul ? Je pense qu'il faut reprendre tous les éléments. Il faut rester de toute façon prudent, pas s'enfermer dans une hypothèse en se disant là, il n'y a rien à en tirer. Moi, je suis certain que ça s'est passé comme ça. Ça, on peut pas le dire. Donc l'accident, c'est possible. Il est tout à fait possible que, alors là, c'est un peu de la police judiciaire fiction, mais imaginons que l'enfant ait été renversé par un automobiliste. Voilà, et la personne panique, elle met l'enfant dans son coffre, elle ne sait pas quoi en faire, et voilà, elle le garde quelque part, et quelque temps après, elle va le déposer ailleurs. C'est une possibilité. On ne peut pas dire si ça s'est passé comme ça, mais c'est une possibilité. Le premier acte d'enquête, ce sont les battus. Mais du coup, comment on fait pour retravailler a posteriori sur ces éléments d'enquête ? J'ose espérer que toutes les personnes qui ont participé à ces battus ont été identifiées, c'est-à-dire qu'il y ait une liste claire de toutes les personnes, voilà, de façon à pouvoir les recontacter ultérieurement. Procéder à leur audition, savoir ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vu, où elles sont allées, avec qui elles étaient, qu'est-ce qu'elles ont pu entendre dire de droite et de gauche. Oui, ça fait partie aussi du travail. Quand je vous dis qu'il faut tout reprendre à zéro, c'est ça, c'est reprendre, savoir qui était présent au moment des premières recherches et aller à nouveau au contact de ces personnes, leur reposer des questions, savoir ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vu, de façon à être certain en tout cas que finalement rien ne nous a échappé. Et ça se fait de réinterroger les bénévoles qui ont participé au battu ? Déjà, il faut savoir qui est là, qui est présent, parce que peut-être vous avez la personne qui est impliquée dans les faits, qui participe, ça s'est déjà vu, qui participe aux recherches, aux fouilles, oui, bien sûr. Là, on a ici au cabinet des dossiers où on demande à ce qu'un maximum de personnes qui étaient présentes à une soirée, à un mariage, soient contactées. Pour certaines, elles n'ont pas été entendues, donc on va demander à ce qu'elles soient auditionnées, ou pour certaines réauditionnées. Et à mon sens, c'est nécessaire, surtout quand on n'a pas la réponse à la question. Il ne faut rien oublier, quoi. Alors les enquêteurs, ils ont également travaillé sur une piste criminelle, la piste qui amène à la possibilité d'un acte d'un prédateur. On a expliqué dans l'épisode 2 que dans ce cas-là, les enquêteurs ils se réfèrent au FIGES, le fichier qui répertorie les délinquants sexuels. Comment, a posteriori, on retravaille cette hypothèse ?
Alors sur la piste d'un prédateur, on va travailler en rapprochement aussi, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres affaires qui pourraient être mises en rapprochement avec ce qui a pu se passer pour le petit Émile. Donc on va tomber sur une série d'affaires et là c'est toujours pareil, il faut vérifier, reprendre chaque PV, regarder s'il n'y a pas des éléments communs avec le dossier sur lequel on travaille. Mais je dirais que ça c'est la piste la plus compliquée à travailler en fait. Si c'est vraiment quelqu'un de passage, ça va être extrêmement difficile de savoir qui c'est. C'est pour ça aussi qu'elle peut prendre du temps, parce que si c'est le cas, ça peut mettre des mois et des années à pouvoir identifier l'auteur. C'est un travail qu'on fait de recherche, d'analyse. On va aller entendre des témoins, on va aller entendre parfois même on va traverser la France pour essayer d'avoir des informations. On va aller chercher dans les vieux dossiers, dans les fichiers. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de fourmi pour essayer d'arriver à identifier cette personne. Et parmi les éléments recueillis par les gendarmes, il y a aussi ces 2 ADN qui ont été retrouvés sur les vêtements et les ossements de l'enfant. Problème, ils sont fragmentés et abîmés. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent quand même être réutilisés après ? Ça permet de discriminer en fait. C'est-à-dire que si vous avez un suspect, donc je pense qu'on parle d'ADN partiel en fait, donc finalement qui n'a pas pu être intégré au FNAEG pour comparaison, mais en tout cas ça va permettre de pouvoir discriminer quelqu'un. C'est-à-dire que quand on aura quelqu'un en garde à vue ou un suspect, on va prélever son ADN et on va voir si sur certains marqueurs déjà entre l'ADN inconnu ou les ADN inconnus et celui de la personne qu'on a en face de nous, voilà, s'il n'y a pas déjà des correspondances. Donc ça permet déjà de discriminer. Après, effectivement, c'est compliqué de savoir à qui appartient ces 2 ADN, quoi. Et dans ce type d'affaires, justement, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui auraient pu être prélevés par les enquêteurs et dont on ne connaît peut-être pas la nature, qui pourraient donner des résultats dans des semaines, des mois, voire des années à venir ? Parfois, on arrive à trouver, grâce à une empreinte de semelle, on arrive à déterminer à peu près la pointure, bien sûr, mais on arrive aussi à déterminer le type de chaussure. En France, on n'a pas de fichier qui répertorie vraiment les types de semelles. Voilà, ça avait été fait. Je crois qu'en Angleterre, c'est assez courant. En France, c'est pas vraiment courant. Pour les empreintes de pneus, si c'est une voiture très ancienne, tout dépend aussi de la qualité de l'empreinte. Si les pneus étaient usés, pas usés, enfin voilà, donc ça peut prendre effectivement du temps. Tout indice est bon à récupérer, un mégot de cigarette, un morceau de papier, tout ce qui pourrait effectivement donner un élément technique ou scientifique au dossier. Si l'on en vient à la piste familiale, elle semble avoir été l'une des pistes les plus importantes pour les enquêteurs. En tout cas, c'est celle qui est allée la plus loin, puisqu'elle a quand même abouti à 4 gardes à vue sans mise en examen. Comment vous voyez cette piste ? Est-ce qu'on peut continuer à la travailler si vous reprenez cette affaire ? En règle générale, vous mettez quelqu'un en garde à vue quand déjà vous avez travaillé en amont. C'est-à-dire que vous avez déjà des soupçons sur quelqu'un et ces soupçons vont s'affiner au fil du temps et vous avez des éléments à confronter avec cette personne. C'est fini le temps, vous mettez quelqu'un en garde à vue pour aller... Ça, on le voit dans les vieux dossiers d'il y a 30 ou 40 ans où quand il y avait un crime, ils allaient choper le premier du coin, ils le mettaient en garde à vue, le secouaient de façon, pas physique du terme, mais en fait, ils bombardaient de questions, voilà, et ils essayaient de voir s'il y a quelque chose qui pouvait en sortir. Aujourd'hui, on travaille différemment. Aujourd'hui, quand on met quelqu'un en garde à vue, c'est quand on a quand même de forts soupçons, quoi. On ne va pas à la pêche aux infos simplement parce qu'on n'a rien et qu'on espère que la garde à vue va donner quelque chose. C'est psychologique une garde à vue, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, je pense que s'ils ont mis ces personnes-là en garde à vue, c'est qu'ils avaient quand même de bonnes raisons de le faire et d'essayer de vérifier par rapport aux éléments du dossier. Mais c'est pas nécessairement négatif. Il faut le voir aussi du côté positif. Ça veut dire que finalement, les doutes peut-être qu'ils avaient sur ces gens-là, finalement, se sont estompés. Les informations qu'ils ont pu avoir, elles ont été vérifiées grâce à ces gardes à vue et finalement, rien n'en est sorti. C'est peut-être effectivement une piste qui se ferme, une porte qui se ferme et ils peuvent passer à autre chose. Ça veut dire que cette absence de mise en examen signifie que pour vous, si vous reprenez l'affaire, cette piste est refermée. Je n'ai pas la réponse. Si c'est réellement ça, si pendant toutes ces heures de garde à vue, rien n'est sorti, malgré que ces personnes-là soient impliquées, ils sont faits d'une telle sorte que ce sera extrêmement compliqué de pouvoir
Voilà, alors après, vous pouvez travailler avec des spécialistes du comportement en arrière-plan, des experts, des gendarmes qui sont formés pour ça, sur l'analyse du comportement de la personne et qui vont aiguiller l'enquêteur pendant la garde à vue sur les questions à poser, sur les points particuliers sur lesquels il doit insister, etc. Là, je ne sais pas si ça s'est fait. Mais en l'occurrence, si vraiment ça s'est noué au sein de la famille et que rien n'est sorti, là, je suis incapable de vous dire aujourd'hui quelle solution on pourrait trouver pour pouvoir débloquer la situation. Il y a aussi quand même beaucoup de mystères qui entourent cette enquête, beaucoup de zones d'ombre et surtout, il y a eu très peu de fuites dans la presse. Est-ce que selon vous, c'est une force ou une aide pour les investigations ou au contraire, justement ça ne la pénalise pas dans le sens où les gendarmes auraient pu utiliser l'écho médiatique pour essayer d'ouvrir d'autres pistes ? Ce qui est relativement appréciable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication finalement sur l'affaire. De la part notamment du procureur de la République et des enquêteurs, c'est assez fermé en fait, il n'y a quasiment pas d'informations qui filtrent. Moi je trouve que c'est quand même relativement positif, je suis assez surpris d'ailleurs qu'il n'y ait quasiment rien qui a filtré les gardes à vue finalement, hormis ce que les journalistes pouvaient rapporter. Mais d'un autre côté, ça nourrit un peu tous les fantasmes. Chacun veut essayer de savoir et finalement en voulant essayer de savoir, on finit par inventer des choses. Il y a eu l'exemple de l'affaire Grégory, finalement, où c'était quand même un fiasco policier journalistique. Il faut essayer d'éviter ça, et je pense que c'est ce que les enquêteurs, et notamment la justice, arrivent à faire avec force et brio, je dirais. Parce qu'effectivement, c'est sûr que voilà, c'est un enfant, tout le monde veut savoir, etc. Mais finalement, des fois, ça finit par nuire à l'enquête, quoi. Forcément. À votre avis, aujourd'hui, après 2 ans d'enquête, est-ce que cette affaire peut s'enliser et devenir ce qu'on appelle un cold case? C'est un dossier qui pourrait très bien arriver à Nanterre. Nous, sur les dossiers qu'on a ici au cabinet, on en a quand même beaucoup qui sont là-bas. Maintenant, on ne demande pas systématiquement le transfert au pôle. À partir du moment où finalement le travail se fait localement. C'est-à-dire que vous avez des juges d'instruction qui sont investis, des enquêteurs qui sont investis. Il n'y a pas toujours de nécessité à ce que ça arrive au pôle à Nanterre. Alors là, peut-être qu'effectivement, le fait que ce soit médiatique, le fait qu'on n'ait pas encore trouvé la solution, voilà. Plus globalement, quels sont les critères pour que ce dossier soit transmis au pôle Cold Case ? Il faut que le dossier ait plus de 18 mois. Donc là, on est dans le cadre. Et il faut que ce soit de toute façon donc un crime non élucidé. Voilà. Alors il ne faut pas que ce soit un règlement de compte, il ne faut pas que ce soit quelque chose en lien avec le trafic de stupes, etc. On est vraiment dans le type d'affaires, si vous voulez, en plus ça touche un mineur, qui a vocation à être transmis à Nanterre. Après, je vous dis, il faut voir la plus-value. Alors c'est sûr que c'est les magistrats au pôle, au parquet ou à l'instruction, finalement, qui n'ont vocation qu'à travailler sur ce genre de dossier, donc ils n'ont pas la charge de leur quotidien. Ils peuvent avoir aussi des moyens supplémentaires, pouvoir travailler avec des services dédiés, au CRVP, la Diane ou la Brigade à Paris, ou travailler avec des sections de recherche ou des services de police judiciaire en local aussi. Le dossier peut très bien arriver au pôle à Nanterre et que la section de recherche de Marseille reste saisie. Il n'y a pas de difficulté à ça. Monsieur Le Gall, et ça va être notre dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait débloquer l'enquête et finalement apporter une réponse à la disparition du petit Émile ? Ça va être, à mon avis, la police technique et scientifique. L'aveu de la personne qui dira je sais ce qui s'est passé, je sais qui a commis les faits, ou c'est moi qui ai commis les faits. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas dans la plupart des cas, quoi. Ça va être le recoupement, l'analyse de la téléphonie, de savoir qui était présent à ce moment-là, est-ce que cette personne-là a été entendue, qu'est-ce qu'elle a pu voir, qu'est-ce qu'elle a pu faire, etc. C'est vraiment le travail de terrain, à mon sens, qui va être prédominant. Émile est un podcast original La Provence. Tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Découvrez également, dans tous les kiosques et sur laprovence.com, notre hors-série événement La Provence sur l'affaire Émile. Et sur notre page YouTube La Provence, retrouvez dès maintenant Émile sur les traces d'un mystère, notre documentaire vidéo exclusif de 26 minutes.